Entre France et Suisse, au cœur d'un massif discret et spectaculaire, le Tour du Mont Ruan offre 4 jours de randonnée alpine engagée. Des cols sauvages aux allures lunaires, des crêtes exposées et balayées par les vents, de superbes lacs d'altitude, une faune omniprésente et des cirques grandioses. Une aventure loin des sentiers battus. Bienvenue sur Topo Rondo pour découvrir ce magnifique mais exigeant itinéraire. C'est dans le sens anti-horaire que je vais vous présenter ce magnifique parcours qui débute côté suisse depuis le barrage des Mossons. Ce premier jour commencera par une immersion souterraine, un long tunnel creusé dans la montagne qui débouche sur les eaux turquoises du lac. Le chemin longera cette retenue, offrant déjà un décor grandiose, avant de s'élever lentement dans les alpages. Les efforts me mèneront jusqu'au col de Barberine, premier défi de la journée, avec ses panoramas ouverts sur les montagnes environnantes. La descente dans la combe des Manets apportera un moment de calme avant d'attaquer le second col, plus sauvage et plus rude. Au sommet, l'horizon s'ouvrira à nouveau, avant de plonger vers le lac et l'auberge de Salenf, où se terminera cette première étape et où je passerai ma première nuit. Je débute donc par ce tunnel qui m'engloutit dans l'obscurité. Creusé dans la roche, il va m'ouvrir le passage comme une porte secrète vers ce tour exigeant. À la sortie, la piste va longer pendant 3 km les eaux turquoises de cette immense retenue. En temps normal, on peut déjà observer le Mont Ruan qui domine le lac. Mais malheureusement, la météo de ce début de matinée en a décidé autrement. Rassurez-vous, si les premiers jours se feront sous les nuages, le troisième verra enfin le retour du ciel bleu, offrant des panoramas grandioses et un final en apothéose. Après 3 km, j'atteins quelques bâtiments isolés qui m'annoncent le début de l'ascension. Une fois dépassé, je quitte la large piste pour le sentier raide du col de Barberine, tandis que les cloches des vaches ponctuent mes pas et que je m'immisce doucement dans leurs prairies. Perché 528 mètres plus haut, le col de Barberine se laisse déjà apercevoir. On le gagne d'abord à travers les alpages encore bien verts en cette période. Accompagné par le chant des oiseaux et par la faune locale qui, comme vous le verrez, sera régulièrement présente durant ces 4 jours. En suivant les marques blanches et rouges, le sentier traverse quelques cours d'eau et dévoile progressivement le lac des Mossons. Sous ces eaux turquoises repose l'ancien barrage de Barberine. Construit il y a tout juste un siècle, discret et oublié, il se révèle encore certains printemps lorsque le niveau du lac est au plus bas. Pas après pas, le sentier fleuri des alpages va bientôt laisser place à un environnement bien plus minéral. Et alors que je m'apprête à franchir le premier col, un vent fort se lève, sifflant entre les rochers et fouettant mes vêtements.
comme pour me dire que ce tour va devoir se mériter. Ce premier col offre un magnifique point de vue sur mon point de départ et sur le massif du Mont Blanc. À l'opposé, mon prochain objectif se dévoile. Avant de le rejoindre, il me faudra redescendre 483 mètres jusqu'au vallon des Manets. Puis, entamer une nouvelle ascension d'environ 500 mètres. Vous verrez que sur ces 4 jours, col et descente se succéderont en passant les alpages fleuris au large pierrier, comme sur ces images. Mais à chaque fois, passé ces étages alpins, la nature reprendra ses droits et viendra colorer ses sentiers. Alors que le vent fait frémir les herbes, la pente offre un peu de répit avant de replonger vers une petite chute d'eau qu'il faudra enjamber en faisant attention aux pierres humides extrêmement glissantes. Mes genoux en feront d'ailleurs les frais en allant rechercher la caméra. Un petit rappel que même sur des passages qui paraissent anodins, la concentration reste indispensable. Passé cette petite cascade, le vallon des Manets se découvre. Tout comme les chalets d'alpage qui peuvent offrir une halte bien méritée et l'occasion de déguster des produits du terroir. Le parcours que j'ai choisi pour ces premières heures est une option, car l'itinéraire officiel du Tour du Ruan contourne le lac, passe par le col de Fenestral et rejoint ensuite ses alpages. J'ai préféré cette alternative afin de profiter pleinement des vues sur Émosson. Après cette belle descente, j'arrive au fond du vallon des Manets. Il est temps de trouver un emplacement pour faire une pause. Je pensais déjeuner à l'un des cols pour bénéficier de la vue sur les nombreux glaciers visibles. Mais le vent fort et la visibilité réduite me décident à rester ici, tout en méditant sur la nouvelle montée qui m'attend. Observer les nombreuses marmottes qui m'entourent, et les Alpes pennines qui se laissent légèrement entrevoir. Après cette pause et une rapide remise en état de mes genoux, après ma petite chute, je reprends la montée vers le deuxième col. Les premiers mètres sont pentus et repartir après une halte n'est jamais facile, surtout quand la tome et le saucisson étaient vraiment trop bons. J'ai réalisé de nombreux treks difficiles, comme le GR20 ou le Tour du Cervin, mais je dois avouer que le Tour du Ruan est vraiment exigeant. Les sentiers qui, comme vous le verrez, n'offrent parfois aucun répit, et les nombreux passages techniques, ils figurent pour moi parmi les plus exigeants, même si on ne met que 4 jours pour le réaliser. À mi-hauteur, la vue s'ouvre sur la Dent, qui domine le vallon. Sur le col que je viens de descendre, et sur les abruptes pointes d'Aboilon que je viens également de longer. Et même si la météo n'est pas au rendez-vous, le paysage reste grandiose. Le vent, qui de nouveau se lève violemment, apporte à l'instant une atmosphère pleine de caractère. Arrivé à ce nouveau col, je ne serai cette fois-ci pas seul pour profiter de la vue. Je découvre le lac de Salanfe et l'auberge qui m'accueillera pour la nuit.
Au-dessus de ces eaux turquoises se dressent les célèbres dents du Midi que j'ai plus souvent l'occasion d'observer depuis leur face nord. Et vers le sud, je retrouve le col quitté un peu plus tôt. Je décide de prendre un peu de hauteur en direction du sommet du Luisin, afin d'admirer des vues étonnantes sur la partie nord du massif du Mont Blanc, où les aiguilles dorées veillent sur le glacier du Trian. Et même si pour l'instant les nuages dissimulent encore le paysage, le dernier jour saura largement se rattraper en dévoilant un panorama grandiose sur une vingtaine de sommets culminants à plus de 4000 mètres. Il est temps d'entamer les 500 mètres de descente qui m'éloignent de mon objectif final. D'abord sur un bon sentier, il faudra rapidement franchir une petite barre avant d'atteindre une zone de schiste occupée par quelques étagnes. Ce tour du Ruan est aussi un véritable livre ouvert sur la géologie. Chaque jour révèle de nouvelles roches et le dernier jour nous réservera même quelques traces laissées par les dinosaures. Comme au départ de cette étape, je termine ma journée en pénétrant dans les alpages, cette fois au bord du lac de Salenf. C'est le recul du glacier lac Tour-Salière qui a creusé ce bassin dont le niveau a fluctué au fil du temps. Tout en longeant l'un des nombreux ruisseaux qui alimentent le lac, j'arrive près des anciennes mines d'or et d'arsenic de Salenf. 53 kilos d'or ont été extraits des galeries entre 1904 et 1928. Malheureusement, il ne reste aujourd'hui que des cailloux. Un peu plus loin, le barrage se laisse enfin entrevoir. Mis en service en 1950, il est alimenté par les ruisseaux et les glaciers alentours. Mais en cette période, son niveau est au plus bas et révèle au fond de son bassin de véritables arabesques, comme une toile peinte par le retrait des eaux. Il ne me reste maintenant qu'une petite vingtaine de minutes avant de prendre pied sur celui-ci. Une fois franchi, j'arrive enfin à l'auberge qui m'accueillera pour la nuit. Cette année, j'ai choisi le confort des refuges plutôt que le bivouac. Même si cet itinéraire reste parfaitement réalisable sous tente, j'ai préféré voyager plus léger, surtout avec les nombreux passages techniques où il vaut mieux être à l'aise qu'écrasé par le poids du sac. J'ai en plus le privilège d'être seul dans l'un de ces grands dortoirs, malgré la capacité importante du refuge. L'accueil est particulièrement chaleureux et l'auberge occupe une position idéale au carrefour du Tour des Dents du Midi et de celui du Ruan. Elle offre une vue privilégiée sur le cirque et le col que je franchirai demain matin, mais aussi sur le point culminant des Dents du Midi à 3257 mètres d'altitude. Après cette première journée, riche en cols, paysages et rencontres, il est temps de reprendre des forces, car demain, entre altitude et passage aérien, le Tour du Ruan révélera toute sa grandeur. Après une nuit réparatrice, c'est avec une belle lumière que je débute cette nouvelle journée.
Pour cette deuxième étape, je longerai d'abord le lac par sa rive droite avant de rejoindre une large zone humide. De là, je remonterai les nombreux lacets qui me mèneront au col du Susanf, perché à 2493 mètres. Je redescendrai ensuite vers la cabane éponyme pour une première pause bien méritée. La journée se poursuivra en direction de la tête des Autans en franchissant une série d'échelles et de câbles sur 80 mètres, le fameux passage des Autans. Depuis le col, une magnifique arête et un chemin en balcon, au-dessus du cirque de Sixte Vert à cheval, me conduiront enfin au refuge de la Vaujale, où je clôturerai cette deuxième journée. Je quitte cette agréable auberge en direction de mon premier col du jour, annoncé à 2h10. Les jambes tirent un peu, mais le cœur est léger, surtout avec le soleil qui pointe timidement, mais me redonne l'espoir de faire de belles images. Après 1,7 km, un panneau m'invite à quitter la rive du lac pour me diriger vers le col. Le sentier me mène dans une large prairie humide. Mais un peu plus loin, un panneau annonce que le chemin habituel est fermé. Suite à des éboulements, il faut désormais emprunter l'ancienne trace. Dommage, car même si le passage officiel était plus escarpé et difficile, il avait l'avantage d'être moins monotone que celui que je vais devoir emprunter. Toujours guidé par les marques blanches et rouges, je traverse une vaste zone humide bordée de lignes aigrettes. Houppé, un troupeau pour le moins hétéroclite. Passé cette vaste étendue, les choses sérieuses commencent. Rapidement, la végétation s'efface pour laisser place à un paysage nettement plus minéral. Cette journée sera l'une des plus longues. Là encore, c'est plusieurs cols qu'il va falloir grimper et surtout franchir une cheminée équipée juste avant d'atteindre la tête des Autans. La montée est soutenue, mais de nombreux lacets facilitent la progression. À mi-hauteur, la vue s'ouvre sur mon point de départ et sur les sommets qui encadrent ce magnifique cirque. Dommage que la météo ne m'ait pas encore permis de vous en montrer toute la beauté. Le panneau du col se laisse maintenant apercevoir, indiquant que dans quelques minutes, je pourrai enfin souffler. Arriver à ce col donne un peu l'impression de poser le pied sur la Lune. Cet itinéraire est commun avec celui du Tour des Dents du Midi. Et coincé entre la Tour Salière et la Haute Cime, qu'il est d'ailleurs possible de gravir d'ici. Vers l'ouest, le petit ruban se dévoile, dominant le vallon dans lequel je vais bientôt m'engouffrer pour rejoindre la cabane de Susanf. Sur la
la ligne d'horizon, je distingue déjà le col de Sageron, mon troisième col du jour. Je m'élance donc sur ce terrain lunaire pour 300 mètres de descente jusqu'à la cabane. Rapidement, les premières fleurs refont leur apparition. Puis vient une zone karstique. Comme je vous l'ai dit hier, chaque étape de ce tour révèle une géologie différente. Plus loin, c'est la cabane qui se dévoile. La fumée de la cheminée m'attire irrésistiblement, promet un réconfort bienvenu après ce premier effort. Au-dessus se dresse la fameuse cheminée que je vais devoir gravir avant de rejoindre la tête des Autans. Et pour la première fois, j'aperçois enfin le mont Ruan, celui pour lequel j'ai entrepris ce tour exigeant. Mais pour l'heure, je vais profiter de ce charmant refuge et du superbe accueil de Fiona et de son équipe pour goûter l'un des délicieux plats cuits au feu de bois. Construite en 1932, la cabane de Suzanf est nichée dans son merveilleux vallon, superbement surplombé par le glacier du mont Ruan. Et la dent de Barbe, dernière des dents blanches. Après cette agréable pause, il est temps de repartir vers la tête des Autans pour affronter l'un des passages les plus difficiles de ces 4 jours. D'abord en descente, je m'enfonce dans le vallon, coincé sous les falaises impressionnantes du Petit et Grand Ruan. Avant d'arriver à l'intersection commune autour des Dents du Midi, des Dents Blanches et du Tour du Ruan. À partir d'ici, je suivrai les marques bleues en bifurquant légèrement vers le sud. Après avoir traversé le lit asséché d'un cours d'eau, l'ascension commence. C'est encore 500 mètres à gravir avant de rejoindre le prochain col. Rapidement, le sentier prend de la hauteur, ce qui dévoile vers le nord les stations franco-suisses des Portes du Soleil, avec entre autres Avoria et Champéry, côté suisse. On s'approche également des falaises où l'eau de fonte des glaciers s'écoule en torrent cristallin, accentuant encore la beauté de ce paysage. Derrière moi, la cabane de Suzanf semble déjà bien loin, tout comme le col et le vallon que je viens de descendre. Au-dessus, la tour Salière offre sa plus belle facette. À partir de là, le sentier vient littéralement buter sur une première barre rocheuse, franchissable par une petite sente taillée dans la roche et qui ne présente pas de réelles difficultés. Puis, la pente se redresse. Le terrain devient nettement plus minéral et mène à une deuxième barre qu'il faudra également franchir. Cette fois-ci, beaucoup plus exposée, la sentier est étroite, glissante et il faut redoubler de vigilance. L'ascension reprend ensuite sur un chemin plus classique, mais ponctué de ruisseaux descendant directement du glacier des Autans.
nord, la vue s'ouvre sur Champéry et le massif du Chablais. Vers le sud, c'est surtout la fameuse cheminée des Autans qui attire mon attention. Même si je connais ce passage, l'adrénaline monte un peu. Difficilement filmable, sans me mettre en danger, je profiterai du groupe qui me précède pour vous montrer du mieux possible cette faille verticale de 80 mètres, classée T3, T4 et où tout faux pas est interdit. Elle commence par une corde fixe, puis enchaîne chaîne, marchepied, 2 échelles successives et quelques marches supplémentaires qui mènent à un étroit couloir où le sac frotte contre la roche, gênant chaque mouvement. Voilà le programme de cette montée impressionnante. Après avoir descendu ce passage lors de mon premier tour en 2009, je pensais que la montée serait plus facile. Mais aujourd'hui, avec l'âge et le poids du sac, je regrette de ne pas avoir au moins pris baudrier et longe qui assurent et rassurent. Le casque, lui, est surtout utile pour les chutes de pierre, surtout lorsqu'il y a du monde. Finalement, c'est heureux et soulagé que je m'extirpe de ce passage impressionnant. Je me dirige maintenant vers le col et la tête des Autans. Et les réjouissances ne sont pas tout à fait terminées. Il faut encore s'aider des mains pour franchir 2 passages équipés de chaînes où la vigilance reste de mise, même si la difficulté est moindre. Une fois ces obstacles passés, j'atteins enfin le col des Autans à 2502 mètres, marquant mon retour en France. Malheureusement, la météo se dégrade en quelques minutes, voilant les paysages et dissimulant dans la brume l'imposant sommet du Ruan. Vers le sud-ouest, j'aperçois la pointe des Avaudrues, qui domine la longue trace qu'il me reste à parcourir avant ma prochaine étape. Bien que le panneau annonce 1h35, il me faudra compter 2 bonnes heures pour rejoindre le refuge. Le sentier longe d'abord la tête des Autans, rappelant qu'à partir d'ici, je pénètre dans la réserve naturelle de Six-Fers à cheval. Le vent se lève brutalement, une véritable claque, m'obligeant à rajouter une couche. À flanc de falaise, le sentier serpente sous quelques gradins sommitaux avant de rejoindre une large crête où le vent redouble de force. Je m'étais imaginé cette traversée comme un moment de lumière semblable à ma première expérience ici, avec des vues immenses sur les sommets environnants et surtout sur le ciel du fer à cheval que l'on domine. Aujourd'hui, le ciel voilé change l'ambiance, mais le site reste grandiose. Je suis à la fois déçu de ne pas pouvoir vous montrer toute la splendeur du paysage et étonné de savourer cette atmosphère unique, seul au monde, avec pour seule compagnie le souffle du vent qui s'engouffre sous ma capuche. J'avance en flirtant avec la frontière. Et à 2395 mètres, je me retrouve pour un court instant de nouveau en Suisse. À partir de là, le sentier quitte les crêtes et le vent qui les accompagne.
retour à flanc de montagne, toujours en balcon au-dessus du cirque, ce sont maintenant plusieurs bouquetins qui m'accompagnent, venant terminer en beauté cette magnifique étape. Le chemin suit la courbe de niveau et c'est d'un pas plus déroulant que je rejoins la tête de Pérua. Bien plus bas, s'étend le bout du monde que je découvrirai demain matin. Le refuge est également en vue, mais il me reste encore environ 400 mètres à descendre pour l'atteindre. Même si les jambes sont lourdes, il me faut garder le rythme. Les repas sont servis à 19 h et dans les refuges, il n'y a qu'un seul service. Au détour d'un replat, le lac de la Vojale apparaît, signe que la fin de cette deuxième étape est proche. Et après 16 km, j'atteins enfin le refuge qui m'accueille très agréablement. Ce beau bâtiment de 58 couchages, bâti au cœur de la réserve naturelle de Sixt, est un lieu privilégié pour observer de nombreux bouquetins. Mais malheureusement, c'est sous l'orage que se conclut cette deuxième journée qui fut longue et exigeante, et je suis bien heureux de ne pas avoir opté pour le bivouac. Au petit matin, le calme est revenu. Dès les premiers mètres, je comprends que ce début de journée ne sera pas simple. Cette étape s'annonce comme la plus longue, tant par la distance que par le dénivelé. Je descendrai d'abord plus de 1000 mètres jusqu'au chalet du Boré, puis au fond du cirque du fer à cheval, le fameux bout du monde. Je traverserai ensuite ce cirque au milieu des cascades avant de retrouver le soleil vers le camping du Peli. Une montée en forêt me mènera au chalet du Prat commune. Puis, je redescendrai vers la Croix des Vannies. Enfin, il me restera une ultime ascension, raide et sinueuse, pour atteindre le refuge du Grenéron et son coucher de soleil. Difficile à croire en voyant ces images, mais je vous promets que d'ici quelques heures, le ciel bleu refera son apparition. En attendant, je m'élance dans cette raide descente qui se faufile entre de gros blocs instables et où chaque appui demande vigilance. Une fois passé la zone d'éboulement du Dardé, le chemin se fait plus docile. La brume, elle, engloutit les sommets, efface les crêtes empruntées hier soir et plonge ce paysage dans une atmosphère mystique. Même le cirque du fer à cheval, que j'espérais contempler, reste voilé, mais m'offre tout de même l'écho de ces cascades à venir. Niché sur un replat herbeux, le chalet du Boré apparaît enfin, comme une respiration dans cette longue descente. J'espère y déguster un petit café avant de poursuivre vers le bout du monde. Je dois dire que ce mauvais temps ne m'inspire guère, et la descente dans ces conditions est loin d'être agréable. Un peu de chaleur sera la bienvenue pour me remotiver. Accepter la frustration de ne pas voir ces paysages et me concentrer sur chaque pas, souvent boueux et fuyant. Enfin, après plus d'une heure à zigzaguer dans la pente, j'arrive à ce charmant chalet. À partir d'ici, je pourrais raccourcir légèrement l'itinéraire par le pas du Boré. Je préfère éviter ce passage câblé, déjà emprunté lors de mon premier tour et qui n'a d'intérêt que pour le réduire de quelques kilomètres.
Après un bon café, je choisis donc de continuer par le fond du cirque, indiqué en 35 minutes. Je quitte le chalet et m'enfonce progressivement sous le couvert des arbres. Le sentier traverse plusieurs torrents où je croise quelques jeunes bouquetins. Au printemps, ces cours d'eau deviennent de véritables cascades, comme on peut en deviner la puissance entre deux nappes de brouillard. Le cirque du fer à cheval est célèbre pour ses chutes d'eau. Plus de 30 cascades dévalent ses parois abruptes, parfois hautes de 700 mètres. Même en été, quand leur débit s'amenuise, elles offrent un spectacle saisissant. J'avance toujours en direction vers le bout du monde. Quand soudain, la brume se déchire et laisse passer un rayon de soleil à travers les feuilles. Et pour la première fois depuis ce matin, je respire vraiment. Et c'est donc avec le sourire que j'arrive au bout du monde, qui marque la fin du cirque que je vais maintenant traverser complètement, avant qu'il ne soit envahi par les nombreux touristes. C'est en effet l'un des sites les plus visités de Haute-Savoie, à l'instar de son jumeau des Pyrénées, le cirque de Gavarnie. Si vous ne connaissez pas encore ce site, je vous invite à découvrir la chaîne Respirando. Katia et JP y partagent de magnifiques parcours dans les Pyrénées qu'ils aiment tant. De mon côté, j'arrive à la deuxième passerelle qui enjambe le Gifre. Je resterai sur la rive droite qui va me conduire jusqu'au chalet du Prazon et à l'entrée du cirque. Ce sera aussi l'occasion de vous montrer l'une des chutes d'eau les plus accessibles du site. Enfin, je peux dérouler. Après ces 1000 mètres de descente, je vous promets que ça fait un bien fou. Rapidement, j'atteins la cascade de la Vaujade. C'est un luxe d'être seul pour profiter de cette petite merveille. Puis, j'arrive au chalet de Prazon, point que j'aurais rejoint si j'étais passé par le pas du Boré. Je continue toujours par la rive droite, nettement moins fréquentée et offrant de magnifiques points de vue sur la corne du Chamois qui domine une nouvelle résurgence. Enfin, j'atteins les atypiques chalets du Gifrenant. Signe que je ne suis plus qu'à 10 minutes du Pelis. À partir de là, commencera une très longue montée qui me mènera jusqu'au refuge du Grenéron. Il me reste encore plus de 5 heures pour atteindre mon objectif du jour. La montée débute sous les arbres, aidée par de larges lacets qui me permettront de garder un rythme malgré la pente assez soutenue.
Et heureusement, quelques ouvertures récompensent les efforts en offrant de magnifiques points de vue sur le cirque que je viens de traverser. Le mont Ruan, toujours mystérieux, m'offre aujourd'hui une nouvelle facette. Et je revis les crêtes d'hier, balayées par le vent, comme un écho de l'aventure déjà parcourue. Progressivement, le sentier me mène hors du couvert de la forêt et surplombe la vallée en contrebas, où la route venant de Sixte se glisse entre torrents et cascades encore gonflés par les dernières pluies. Un peu plus loin, un panneau m'indique désormais que le refuge est à 3h35. Mais avant, je vais atteindre les alpages de Communes. Rapidement, je découvre ces vastes prairies suspendues, appartenant au premier territoire pastoral de Haute-Savoie. Dernière série de lacets à travers de belles pelouses me conduit au lieu-dit des Prats. Ces chalets sont chargés d'une histoire et de traditions fortes et rappellent la rude vie des alpagistes qui l'ont façonné. L'endroit est calme et invite à la pause, mais pas le temps de flâner. La route est encore longue et la dernière montée va être vraiment exigeante. Niché sous l'imposante barre rocheuse du grenier de Communes, que je découvrirai demain matin, je traverse ces alpages d'un pas régulier. À partir de là, je vais redescendre presque 400 mètres avant d'entamer la dernière montée vers le refuge. En traversant le petit hameau des Mouillettes, je profite d'une fontaine d'eau bien fraîche pour me désaltérer. La chaleur commence à peser, la fatigue aussi. Mais ce contraste avec la fraîcheur et l'humidité du matin rend cet instant particulièrement savoureux. Arrivé à la Croix des Vannies, il reste environ 2 heures pour rejoindre le refuge. Avant de m'élancer dans cette dernière ascension, je savoure les vues sur Samoin et les sommets familiers que j'ai arpentés tant de fois. Puis, il est temps de partir pour cette rude montée.
Environ 700 mètres de dénivelé m'attendent encore, et comme hier, il faut que j'arrive avant 19 heures. La montée commence doucement jusqu'au dent sec. Laissant entrevoir quelques clairières où l'air frais caresse le visage. Mais rapidement, le sentier se redresse et se transforme en une série de plus de 50 lacets, serrés et exigeants. Après les kilomètres déjà parcourus et les dénivelés accumulés, les mollets et le cardio vont sérieusement chauffer. Au fil de la montée, pas après pas, le Chablais se révèle. Et après 2 heures de cette ascension interminable, j'atteins enfin le refuge du Grenéron. Construit en 1910, ce refuge plein de charme est une étape incontournable sur plusieurs parcours en itinérance. Le tour des Fises, le tour des Aiguilles Rouges et bien sûr le tour du Ruan. À l'image de la Vojale, l'accueil de l'équipe et les gardiens met immédiatement à l'aise. Et l'on s'y détend après une longue journée de marche face à des panoramas incroyables. Idéalement situé face au Mont Blanc, le lieu dégage même un petit air du Népal. Rien d'étonnant puisque le chef lui-même est originaire de là-bas. Ses plats et son sourire me rappellent de lointains voyages au pied d'autres sommets immaculés de l'Himalaya. Encore une fois, j'aurai le privilège de passer la nuit seul dans cette partie du refuge. Cette étape, longue et exigeante en dénivelé, avait si mal commencé, sous la pluie et la brume, qu'il m'était difficile d'imaginer la terminer de cette façon. Alors que le soleil vient envelopper les sommets d'une lumière magnifique, je m'apprête à entamer cette ultime étape. Elle s'annonce encore longue et exigeante, ponctuée de passages parfois délicats qui mettront à l'épreuve mon attention et mon énergie. Je rejoindrai d'abord le superbe faîte du grenier de commune et suivrai pendant plusieurs kilomètres ces remparts de blocs aux allures de châteaux en ruine. Passé la cathédrale, je quitterai les crêtes pour atteindre le lac du Plan du Buet. Une nouvelle montée me mènera jusqu'au point culminant de ce tour, d'où je pourrai admirer un panorama grandiose. Les lacs des Mossons en contrebas et une couronne majestueuse de sommets dépassant les 4000 mètres. Ensuite, une descente impressionnante le long des parois du Cheval Blanc me conduira vers un site unique où reposent des empreintes fossilisées de dinosaures. Enfin, le vallon sauvage de la Vedale m'accompagnera dans la descente finale jusqu'à retrouver mon point de départ. Alors que le refuge sommeille encore, je m'élève vers le nord-est, en direction des crêtes, que je vais suivre un long moment. Très vite, la vue se révèle déjà magique. Au loin s'ouvre le magnifique vallon de Salles et le sentier des Cascades. Plus haut, je distingue les remontées de Flaine et l'immensité minérale du désert de Platée.
À mes pieds, les dernières fleurs s'accrochent encore aux pelouses. Ultime éclat de couleur avant de céder la place à un monde minéral. Car à partir de là, le sentier va zigzaguer entre de gros blocs, alternant montée et descente et offrant à chaque détour des points de vue remarquables sur les sommets aux alentours. Ce long passage sur ces crêtes va être tout simplement fascinant. Quelques cairns et marques rouges guident le sentier, qui parfois obligent à poser les mains et à scruter là où il ne faut pas mettre le pas. La géologie ici se révèle dans toute sa richesse et sa diversité. Tandis que la faune, fidèle à ce lieu, a très certainement choisi l'endroit pour contempler elle aussi la majestueuse silhouette du massif du Mont Blanc. Ce panorama est vraiment incroyable. Le Mont Buet pourrait être également une option, car après être passé sous la pointe du grenier, j'atteindrai l'une de ses voies d'accès. Pour le moment, je poursuis mon chemin, qui demande parfois concentration. Mais sans réelle difficulté et sensation de vide, ces crêtes restent accessibles. Seul, un passage câblé que je vais bientôt rejoindre peut impressionner. Passé une dernière série de lacets, j'arrive d'ailleurs à ce pas, qui surplombe un vide de plusieurs mètres. Les premiers pas peuvent effrayer et il faut rester prudent. Mais une fois sur le premier rocher, l'affaire est réglée. Le sentier continue à travers des blocs, parfois en équilibre, au-dessus du cirque des fonds, situé 1000 mètres plus bas. Toujours en suivant les marques rouges, je me faufile entre ces rochers qui ressemblent à un château fort en ruine. D'ailleurs, l'on nomme l'un de ces énormes rochers la cathédrale, que le sentier longera très prochainement.
Avant cela, je m'attarde un instant, contemplant le nord-ouest, où les sommets se dessinent comme des échos lointains, offrant un tableau que seule la montagne sait peindre. Derrière le ruan, je reconnais la haute cime, rappelant l'ampleur du chemin déjà parcouru. En contrebas, je retrouve le petit hameau traversé hier, ainsi que le village de Sixte et son magnifique cirque. J'imagine aussi le refuge de la Vaugeale et la longue descente effectuée dans la brume hier matin. Plus loin se dessinent des massifs bien connus, comme les Aravis et le chaînon du Bargy. Mon chemin se poursuit sur ces crêtes, et bientôt, j'atteins la fameuse cathédrale. Ce rocher monumental marque presque la fin de ce passage aérien exceptionnel. Le sentier glisse maintenant sous les pentes du grenier de commune en direction du lac du Plan du Buet. Avant de poursuivre, je me laisse attirer par le murmure du ruissellement sous roche, signe d'une eau bien fraîche. Je m'offre un dernier regard sur ces crêtes que j'ai tant aimé traverser. Sur le col d'Anterne, niché sous les Fises, et même sur le lointain Beaufortin. Je reprends ma route face au mont Buet. Et bientôt, c'est un énorme lapia qu'il va falloir traverser. Cette zone karstique exige une grande attention. De véritables crevasses se cachent surtout là où subsistent quelques ponts de neige. Et à 2556 mètres, j'atteins le lac. Comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, il est possible de rejoindre celui que l'on nomme le Mont Blanc des Dames par sa voie la plus exposée. Mais à la vue de la distance encore à parcourir, je laisse cette option de côté et me dirige maintenant vers le Cheval Blanc. Il ne me reste qu'à peine 300 mètres de dénivelé avant de le rejoindre. Je m'élance donc dans la combe du Buet pour atteindre une nouvelle et étonnante zone géologique. Puis, au col du Genevrier, je prends une véritable claque visuelle. Il est impossible de rester insensible à la beauté qui m'entoure. Devant moi s'étend un panorama grandiose. Avec entre autres le majestueux Weschhorn qui sépare la vallée de Zermatt du Val d'Alivier. Mais ce n'est qu'un avant-goût de ce que le sommet réserve.
Encore un petit effort et j'atteins un nouveau col qui m'offre cette fois-ci une rétrospective sur une grande partie du chemin parcouru. Il ne nous reste plus que quelques mètres avant d'atteindre le point culminant de ces 4 jours. Enfin, je tiens ma revanche. La météo, cette fois, ne m'empêchera pas de savourer pleinement ce que j'avais tant espéré partager dès le premier jour. Sous le regard curieux d'une étagne, j'arrive au sommet du Cheval Blanc, à la frontière entre la France et la Suisse. C'est d'abord la vue plongeante sur les eaux cristallines des lacs des Mossons qui capte mon attention. Puis au-dessus se dresse le Ruan et les sommets que je contourne depuis 4 jours. Et que je bouclerai bientôt en rejoignant mon point de départ. À l'horizon, comme je vous l'ai expliqué, une vingtaine de 4000 s'enchaînent. Le Grand Combin, le Cervin, la Dent Blanche, autant de sommets mythiques qui composent une couronne grandiose autour de moi. Côté français, c'est bien sûr le massif du Mont Blanc, avec ses glaciers étincelants et ses innombrables sommets qui semblent défier le ciel. Vers l'est, le grenier de commune m'offre une toute autre image, plus austère, mais tout aussi fascinante. Tandis qu'au loin se dessinent les reliefs familiers du Chablais et des Aravis. Ce merveilleux sommet sera aussi pour moi l'occasion de reprendre des forces avant d'entamer la longue descente vers le site des traces de dinosaures. Et comme vous allez le voir, cette descente est spectaculaire. On a dès le départ la sensation de se jeter dans le vide. Les premiers mètres exigent retenue et concentration. Le sentier, équipé de passages câblés, est assez exposé et impressionne. Attention, les images de la caméra accentuent l'inclinaison. Bien plus délicat à la descente qu'à la montée, surtout avec un gros sac. J'enchaîne ensuite des sections équipées de chaînes et de cordes fixes, mais heureusement déjà nettement plus abordables, même si l'attention reste de mise.
hauteur de la pente, le sentier redevient plus classique et je vais pouvoir dérouler dans ce décor digne d'une carte postale. Arrivé au col, je prends la mesure de ce que je viens de descendre. Et c'est très clair pour moi, j'ai nettement préféré cette fois-ci la montée à la descente. Ma prochaine trace se dessine devant moi. En balcon au-dessus du vieux lac des Bossons, elle va effectuer une large courbe et rejoindre le site à empreinte. Ici, ce n'est plus la verticalité des parois qui impressionne, mais le sol lui-même. Ces empreintes fossilisées, figées depuis près de 240 millions d'années, ont été laissées par de grands reptiles, précurseurs des dinosaures. Alors que la région ressemblait à une vaste plaine tropicale. Horizontales lors de leur dépôt, ces strates rocheuses furent ensuite portées à des altitudes beaucoup plus élevées lors de la formation de la chaîne alpine. Passé ce site archéologique, le sentier reprend encore un peu de hauteur, comme pour m'offrir un dernier souffle d'altitude avant de plonger définitivement vers mon point de départ. Je tourne le dos à ce sommet qui m'a procuré tant d'émotions et gagne une petite crête d'où l'on domine le lac. Et qui m'offre quelques souvenirs sur la montée du premier jour. Ici encore, quelques bouquetins solitaires viennent ponctuer mon avancée, comme pour m'accompagner une dernière fois. Au niveau d'un imposant cairn, je quitte les hauteurs pour m'engager dans la longue descente à travers les gorges de la Vaudale. Mais ne vous y trompez pas, si cette dernière partie paraît bucolique, elle ne laissera pourtant aucun répit. Une ultime épreuve qui rappelle que ce tour se mérite du premier au dernier pas. 4 jours d'efforts intenses, mais aussi 4 jours d'émotion. Ce tour du Ruan est exigeant. En moyenne, 1200 mètres de dénivelé à monter et à descendre chaque jour. Près de 67 km au total, avec des étapes longues et éprouvantes. Mais chaque pas est récompensé par la diversité des paysages, par les panoramas sur les plus hauts sommets d'Europe occidentale et par la faune discrète mais bien présente. Les nombreux torrents permettent de voyager léger. En refuge ou en bivouac, chacun pourra choisir son rythme et son confort. Il faut simplement garder en tête que ce parcours demande de l'expérience et que certains passages câblés imposent prudence et équipement adapté. Et même si la météo ne m'a pas toujours laissé profiter de chaque point de vue, elle fait partie de l'aventure. Et c'est peut-être aussi ce qui rend cette boucle inoubliable. Ce que je retiens, c'est l'impression d'avoir vécu la montagne dans toute sa vérité. Belle, exigeante, parfois rude, mais toujours grandiose. Comme sur ces images qui marquent la fin de cette belle aventure. Encore quelques kilomètres sur ces magnifiques sentiers et je rejoindrai la route qui me ramènera à mon point de départ. C'est ici que se termine ce tour du Ruan. Merci d'avoir regardé, j'espère vous avoir donné l'envie de parcourir ces magnifiques sentiers. N'hésitez pas à me laisser un message ou vos questions, j'y répondrai avec plaisir.
Abonnez-vous et pour ne pas manquer le prochain épisode, activez la petite cloche. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Topo Rando.